forte entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires. Oui. Donc l'idée que certains auraient par nature des talents particuliers, c'est évidemment tout sauf naturel. Donc évidemment qu'il faut amener des élèves, que c'est toute une démarche, que beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément envie d'entrer dans des savoirs un peu complexes, que tout le monde a envie de savoir, mais que le chemin pour mener au savoir est quelque chose de difficile. Mais la pédagogie, par exemple, de projet, dont la ministre fait l'apologie à travers les EPI, elle se fait déjà, c'est pas forcément en Je rappelle que ce sont les fameux cours transversaux. Dont on voilà, parle. C'est pas forcément en interdisciplinarité. Un des collègues disait on a assez d'être méprisé. Je crois que Mme Vallaud-Belkacem a commis une lourde erreur aussi en stigmatisant les enseignants en collège, en accusant tout le monde d'immobilisme, alors que nous voulons, la plupart veulent une réforme, et en faisant comme si le métier était resté le même et les pratiques étaient restées les mêmes depuis 50 ans. Vous souvent dire que vous êtes d'accord avec des réformes, mais visiblement, c'est jamais la bonne quand même. S'il faut regarder ce qui s'est passé depuis 2 ans, on a eu une loi de refondation, et croyez-moi, pour y avoir passé quelques mois de préparation, y compris pendant l'été, on a beaucoup pesé. Ensuite, on a regardé les statuts des enseignants. Ensuite, on a réformé le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les choses se sont faites parce qu'il y a eu de vraies concertations. Dites-moi la vérité. Alors, est-ce que sur la réforme que propose Najat Vallaud-Belkacem et qui était en germe aussi au ministère, chez son prédécesseur, vous avez été associé, vous avez discuté et il y a eu est-ce qu'il y a eu un parcours commun? Oui, en tout cas. Avec chacun dans son rôle, il y a eu, parce qu'il y avait des objectifs communs, effectivement, avoir plus d'égalité, tendre vers plus d'égalité dans le collège, voir comment on prenait mieux, ce que disait Mme Marty, les élèves en difficulté en charge. Il y a eu des choses que nous avons pu partager. Et alors quoi, à l'arrivée, vous ne retrouvez plus rien de ce qu'ont été vos contacts? À l'arrivée, vous avez 3 séances de discussion, avec un décret qui sort du chapeau, où on nous dit, par exemple, les horaires seront modulés sur la 5e, la 4e, la 3e. Tout se fait au niveau de l'établissement. Le Conseil supérieur des programmes travaille, des programmes qui sont en consultation actuellement, en disant nous allons travailler des programmes qui soient intéressants, dans lesquels des notions soient identifiées pour pouvoir faire le lien entre 2 disciplines, par exemple maths et physique, ou français, histoire, géographie, etc. Et la ministre dit s'assoit dessus et impose 8 enseignements pratiques interdisciplinaires avec des intitulés extrêmement vagues qui ne correspondent pas aux disciplines. Comme il est évident que vous n'êtes pas des robots et que vous avez le droit de penser et de réfléchir, c'est d'ailleurs ce qu'on attend de nos professeurs. Est-ce que ça veut dire quand même que dans ce métier aujourd'hui, il vous arrive assez régulièrement d'arriver au mois de septembre et qu'on vous dise globalement que votre métier a changé pendant l'été? Je crois que les professeurs, on a un peu aussi assez, effectivement, des réformes plus ou moins larvées, plus ou moins affichées, mais qui se multiplient, chaque ministre voulant un petit peu donner sa marque. C'est vrai que nous avons besoin, à un moment aussi, de se poser, de regarder vraiment la nature des problèmes, de restaurer de la formation initiale et continue, et d'arrêter avec cette espèce de frénésie de réforme, même si, là encore, sur le collège, il y a des choses à faire. Valérie Marty, est-ce que vous avez eu l'impression que dans la préparation, on essayait de faire un effort pour se parler? Il y a eu des efforts de fait, si. C'est vrai que nous, on a été associés un petit peu plus peut-être que précédemment, je dirais. Donc les parents d'élèves ont été associés. C'est un petit peu compliqué quand même les discussions avec les parents d'élèves parce que nous, on a notre point de vue qui est un point de vue assez général. On a un point de vue assez pratique. Après, juger de la pertinence des enseignements interdisciplinaires et des thématiques, là, ça devient plus compliqué pour nous, bien évidemment. Mais on a quand même discuté. C'est normal que vous ayez un point de vue parce que ce qui est normalement bien conçu doit pouvoir être échangé par toute personne, j'allais vous dire élèves, profs, parents et bien entendu responsables d'établissement, non? Inclus les ministres. C'est là où je dirais où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement la manière dont ces enseignements pratiques interdisciplinaires vont pouvoir être gérés, menés, organisés au sein d'un établissement scolaire, les parents nous disent qu'ils ne comprennent pas très bien comment ça va se mettre en place. La difficulté, ça va être surtout une difficulté, je dirais, de gouvernance, d'organisation, c'est-à-dire comment on va gérer un établissement, comment on va faire en sorte que les élèves aient une certaine cohérence au cours de leur scolarité avec ces enseignements interdisciplinaires, comment ils vont être évalués, comment ça s'intègre dans la scolarité, qu'est-ce que ça peut apporter à l'élève, comment on va pouvoir rectifier, réajuster. Enfin, en tout cas, nous, on n'a que des questions, globalement. L'excellence, ça se partage? Oui, moi, je pense que oui.
Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, ça se partage. Alors, on l'a entendu, hein, le président de la République parle de collège pour tous. Alors, ça réévoque des manifestations et des combats qu'on a déjà connus. C'est le mariage pour tous, le collège pour tous. On se demande s'il faut employer ce terme. Est-ce que ça a un sens? On comprend très bien ce que ça veut dire et en même temps, j'allais dire, est-ce que ça n'est pas un slogan un peu vide de substance? Le collège pour tous, il est déjà là, puisque le collège unique a été institué il y a maintenant près de 40 ans par la majorité par M. Valéry Giscard d'Estaing. C'est la fameuse réforme Abi, qui avait d'ailleurs été amorcée. Ça ne plaisait pas beaucoup à sa majorité. Qui avait d'ailleurs été amorcée sous le général de Gaulle quelques années avant. On marche un peu sur la tête. C'est-à-dire que vous avez un président de la République qui aujourd'hui dit l'excellence pour tous et surtout la réussite pour tous. C'est comme si vous disiez à partir de la semaine prochaine à tous les joueurs qui vont se présenter à Roland-Garros, la victoire pour tous. Il faut arrêter. On est dans des slogans qui ne veulent absolument rien dire. Je crois que le problème majeur de cette réforme, qui est un souci comme parents d'élèves, comme citoyens, qui doit nous interpeller tous, c'est pas la réussite pour tous. On le souhaite à tout le monde, mais on sait très bien que c'est impossible. C'est une utopie complète. Ce qu'il faut, c'est essayer de rendre le collège meilleur et de plus grande qualité. Et pour le rendre... En tenant compte d'une population. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, la société française, le pays ont évolué depuis 40 ans. Oui, mais évidemment, puisque M. Chevènement, par exemple, dont j'ai compris qu'il était plutôt contre la réforme telle qu'elle se présentait. Il a des critiques. Oui. Mais M. Chevènement, c'est lui qui, le premier, a dit 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Ce qui suppose, évidemment, que, on change pas mal de choses pour essayer de porter cette génération au baccalauréat. Louable intention, très bien. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de faire... Et puis, quand on nous dit l'égalité, mais l'égalité... Attendez, l'égalité, quand vous êtes élève au lycée Louis-le-Grand, en plein centre de Paris... vous avez sans doute plus de chances de rentrer à Polytechnique ou de faire des classes préparatoires que quand vous êtes un lycée que je ne nommerai pas, en grande banlieue parisienne ou lyonnaise. Donc l'égalité, de toute manière, elle n'est pas, au départ, elle n'est pas évidente. Ce qu'il faut, c'est essayer de rendre l'enseignement et le collège formateur pour le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas casser ce qui marche. Vous voyez, ces professeurs d'allemand, elles ont raison. C'est ça le mensonge de la réforme. Oui, il y aura moins d'heures d'allemand pour ceux... Non, les classes bilingues ne sont pas, comme le dit la ministre de l'Éducation, réservées. Si on veut faire une classe bilingue dès la 6e, en fonction, et c'est bien normal, de ses résultats scolaires du CM2, on peut les faire. Et la vie est une sélection. Il faut arrêter de penser que tout le monde va faire la même chose. Donc... je pense qu'il faut garder, il aurait fallu garder ce qui marche et complètement repenser ce qui ne marche pas. Et malheureusement, les recettes qu'on met à côté de ces succès que sont les classes bilan, c'est l'interdisciplinarité. Donc je pense le plus grand mal pour des enfants qui ont cet âge-là. Claude Veil, où est le problème? Parce que quand on écoute les profs, finalement, ils nous disent les choses sont claires. On a peur tout simplement pour nos horaires d'enseignement, parce qu'on veut essayer d'apporter le maximum à nos élèves. De toute façon, la réforme qui convient à tout le monde, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. D'accord. Il se trouve que tout le monde est allé à l'école et tout le monde a ou a eu des enfants d'âge scolaire, donc tout le monde a une idée très précise sur ce qu'il faudrait faire sur l'école, et il y a à peu près autant de points de vue que de Français. Comme il y a un entraîneur de foot qui sommeille dans chaque amateur de foot, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui sommeille chez chaque parent d'élève. Et évidemment chez chaque professeur, donc ça fait beaucoup. Et une pluralité syndicale avec des positions très tranchées. Comme vous savez, chaque ministre a un dialogue privilégié avec une certaine orientation syndicale. Il se trouve que cette réforme-là porte clairement la marque de la CFDT. Tout ce qui soutient la réforme. Qui soutient la réforme et qui même l'a inspirée. Najat Belkacem a évidemment une relation privilégiée avec la CFDT, alors que d'autres ministres précédemment avaient une relation plus privilégiée avec votre syndicat. Bon, bref, qui soutient des points de vue très différents, notamment sur l'autonomie, etc. Mais je voudrais prendre un tout petit peu de recul, parce qu'il me semble que dans cette affaire, si l'affaire cristallise sur le collège, c'est que je crois que le collège est très exactement au cœur de la contradiction et même de la schizophrénie qui domine le système scolaire français. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'on attend d'un système scolaire? Traditionnellement, quand l'école de la République a été inventée sous la Troisième République,
la fonction était essentiellement une fonction de sélection. C'est-à-dire, il fallait donner à tous les petits Français les bases, le certificat d'études, le fameux lire, écrire, compter. Ensuite, le brevet élémentaire, certificat d'études, le bac, et puis l'école normale, qui était le bâton de maréchal des petits paysans pour devenir des intellectuels urbains. Ce système-là était un système très hiérarchisé, qui triait les gosses, qui les classait, qui les notait tout le temps, rude, et qui était fait pour privilégier les bons élèves. Il fallait produire les futures élites de la République. Ce système-là a montré ses limites dans l'après-guerre à mesure que se développaient les études de type Bourdieu qui montraient qu'en réalité le système était très auto-reproductif, c'est-à-dire que tous les enfants ne partaient pas, c'est ce que disait Yves, à chances égales, et que lorsque vous avez des parents qui sont d'origine malienne, qui ne connaissent pas l'école, qui maîtrisent mal la langue, vous n'avez pas du tout les mêmes chances de réussir dans un parcours scolaire que si vous avez un père cadre supérieur et une mère prof à Louis le Grand, ce qui est le parcours idéal pour intégrer les grandes écoles. Donc, on a développé... En gros, tel père, tel fils. On a développé une autre philosophie qui est radicalement différente, qui n'est pas une philosophie de sélection des meilleurs, de détection, sélection des meilleurs, mais une philosophie qui visait à promouvoir tout le monde, c'est-à-dire d'amener tout le monde le plus loin possible, de chacun selon ses capacités, etc. Ce système-là s'est incarné dans la réforme Haby de 1975 avec le collège unique et a abouti en effet à la réforme Chevènement qui visait à amener 80% des enfants au niveau du bac. Mais en même temps... Les collèges de M. Haby ne sont pas les collèges de Najat Vallaud-Belkacem. Absolument. Hein. Si. Et la France a elle aussi Mais sauf que la contradiction est restée. C'est-à-dire que ce collège, qui est inspiré de modèles scandinaves, hein, qu'on vante tout le temps, la logique à ce moment-là, c'est de ne pas noter, de ne pas classer, de ne pas hiérarchiser. C'est le collège comme la continuation du primaire pour amener tout le monde le plus loin possible. Mais en réalité, ce collège est resté toujours dans un entre-deux et il a continué à classer, noter, promouvoir parce que le système scolaire français... Parce qu'il a été conçu comme ça. Il est fondamentalement élitiste. Il est fait pour produire les grandes écoles qui sont une exception nationale. Donc... Comme l'égalité, c'est un peu comme les femmes fatales chez W.C. Fields. On trouve ça très bien, mais surtout chez les autres, on n'en veut pas chez soi. Le système n'a eu de cesse de susciter à l'intérieur d'un cadre qui se voulait égalitaire des filières d'excellence. Ça existait avant et ça a continué d'exister. Et les classes bilingues sont des parcours d'excellence, les classes européennes sont des parcours d'excellence. Et le latin-grec, qui était évidemment un système de reproduction par lequel les familles favorisées et les familles de profs, car les plus favorisés par le système scolaire, ce ne sont pas les grands bourgeois qui depuis longtemps ont mis leurs gosses dans le privé, c'est le monde enseignant. Et d'ailleurs, quand vous voulez savoir quelle est la bonne classe dans un collège, je vous conseille de demander dans quelle classe sont inscrits les enfants de profs et les enfants du principal. Vous aurez une bonne indication déjà de quelle est la meilleure classe de l'établissement. C'est pas faux. Donc ce système-là a créé des filières qui sont non dites. C'est une espèce de sélection camouflée à l'intérieur d'un cadre égalitariste, on a créé des canaux de sélection camouflés. Et c'est cette contradiction-là, cette schizophrénie-là qui éclate aujourd'hui au grand jour, quand Najat Belkacem dit « il n'y a qu'à arrêter le bilingue ». Le bilingue et le latin et le grec étaient évidemment donnés à manger Claude Veil, aux enfants qui ont besoin de beaucoup se nourrir. Je vous interromps parce que sinon vous allez finir inspecteur général de l'éducation nationale, puisque visiblement vous avez... Vous, en tout cas, une idée sur, et vous l'exprimez très clairement, sur l'histoire qu'a vécu notre collège et notre éducation nationale. Mais est-ce que le propos de la ministre, c'est effectivement... Alors, il y a le slogan de « Collège pour tous », c'est est-ce qu'à l'arrivée, est-ce que ça baisse le niveau? On a deux critiques qu'on entend en permanence. C'est un, il va y avoir un problème horaire pour que les gamins soient bien formés, et chaque prof le dit quasiment dans sa discipline. Et après, il y a un débat de fond qui est lié directement à l'enseignement et à la nature des programmes. Et la ministre en partie dit oui, on ne peut pas continuer comme ça avec ces filières d'excellence qui en quelque sorte n'en sont pas vraiment, mais qui font peser un poids. On ne peut pas demander à l'école de faire des miracles. Moi, comme parent d'élève, j'ai une expérience. Ce que j'ai entendu depuis 20 ans, c'est toujours le même lamento. Avant, nous avions des classes en ballon de rugby avec un groupe moyen avec lequel on pouvait travailler quelques cancres et quelques cracks. Et maintenant, nous avons des classes en sablier. C'est-à-dire, nous avons des enfants très bons, très adaptés au système, et puis nous avons des enfants complètement largués qui sortent du primaire sans maîtriser les fondamentaux. On n'arrive plus à faire la classe. C'est ce que j'ai entendu de tous les profs de collège depuis... Vous avez vu les pancartes dans la manif? Moi, c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est tous égaux, tous illettrés. Oui, mais elle est derrière vous d'ailleurs. Mais c'est quand même... Il y a quand même un postulat de départ qui est mauvais dans cette réforme, même si c'est vrai que cette réforme, elle ne va pas bousculer et révolutionner notre enseignement. Il y a plein de gens qui disent que c'est beaucoup plus modéré qu'on veut bien le dire, et beaucoup plus consensuel qu'on ne le pense. Ce que j'aimerais, pour reprendre une image, c'est qu'on prenne le problème à l'envers.
c'est qu'on ne cherche pas à niveler, je suis désolé, l'expression est galvaudée, mais c'est quand même ça, à niveler par le bas, plutôt que j'aimerais qu'on tire vers le haut. Non, c'est l'ambition. Non, C'est l'ambition. Mais attendez, je voudrais finir, parce que c'est quand même important, et les Français n'ont pas suivi tout. Quand les professeurs d'allemand, quand les professeurs de latin, quand les professeurs de lettres classiques, madame, manifestent, c'est pas pour la beauté de leur, bien qu'elle soit très belle, de leur matière. C'est que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en créant, en supprimant les classes bilingues, eh bien, on réduit le nombre d'heures d'enseignement d'allemand. Ça, c'est la première des choses. Il paraît qu'on n'a jamais engagé autant de profs d'allemand. Non, parce qu'on ne fait pas dans le qualitatif, on fait dans le quantitatif. Au concours, ce qui n'est pas pareil. Deuxièmement, sur le latin et le grec. En créant ces fameux enseignements interdisciplinaires de civilisation et langue antique ou ancienne, eh bien, on réduit d'abord la ministre à rajouter une heure d'enseignement qui n'existait plus. C'est-à-dire qu'on supprimait l'enseignement du latin. Et si pendant ce temps-là, vous apprenez de façon un peu plus pointue ce qu'étaient les dieux grecs et les dieux romains, non, et leurs différences, c'est peut-être pas mal non plus. Ça passe aussi par une discipline qui consiste à apprendre la langue. Et si on n'apprend plus le latin et le grec, il y en a qui veulent l'apprendre, je ne vois pas pourquoi on le supprimerait. Et c'est ça qui est très pénible et a des relents idéologiques quand même dans cette réforme, c'est de tout mettre sur le même plan. Je suis désolé, la vie n'est pas ça. La vie, elle est différente. Et je pense que ça commence aussi par l'habitude donnée aux enfants de faire des efforts et de travailler au mérite. Frédéric Rollet a envie de réagir. On va diffuser notre deuxième reportage et je vous redonne la parole tout de suite très, après. Très vite. Je reprendrai bien comme une expression du président de la République, qui est un collège c'est pour tous, plutôt qu'un collège unique. Parce que le collège unique, d'abord, il n'existe pas. Il y a des différences selon la localisation, l'assouplissement petit à petit. Le président est allé plus loin, il parle d'excellence pour tous. C'est pour ça qu'on a choisi le titre de l'émission. Beaucoup autre chose. Donc, un collège pour tous, c'est un collège qui doit amener tous les enfants à acquérir une culture commune qui est complètement nécessaire à notre époque, parce qu'on va demander, on demande aux gens de voter, de ne pas être réceptifs à quelques slogans très immatures, xénophobes et simplistes. Comment voulez-vous qu'ils le fassent s'ils n'ont pas derrière suffisamment d'outils intellectuels? Donc ça, c'est ce que veulent l'ensemble des enseignants. Où je suis en désaccord avec mon voisin, c'est le collège ne classe pas. Le collège est ne soumet à l'orientation qu'en fin de troisième pour ceux qui vont aller en lycée professionnel. Avant, il y a quasiment plus de dédoublement, il y a tous les élèves passent à peu près, donc on continue à évaluer, mais évaluer, c'est pas mettre en concurrence les gens les uns avec les autres. Enfin, en troisième, c'est les limites de la métaphore sportive d'ailleurs. On n'est pas là, il n'y a pas un gagnant et des perdants. En principe, c'est tous gagnants. Alors vous l'avez compris, la politique s'est mêlée évidemment aussi de l'affaire. Ce sont les programmes généralement qui catalysent la mauvaise humeur, par exemple de la droite, et les opposants à la réforme, et ce, beaucoup plus que la réforme du collège lui-même, semble-t-il. Vous allez pouvoir en tout cas le constater dans cet échange entre François Bayrou et Michel Lusseau, qui est le président du Conseil national des programmes. Antagonisme radical sur l'histoire, les langues anciennes, ainsi que les notions d'excellence ou d'égalitarisme. On les écoute. Le latin et le grec, qui sont un outil formidable et peut-être le seul outil pour que des enfants venant de milieux non privilégiés maîtrisent leur langue. Et la langue, c'est le pouvoir. D'un trait de plume, le ministre dit et le gouvernement disent « je les supprime ». Moi, je suis très personnellement favorable au latin ou au grec. Je suis simplement un peu agacé quand parfois certaines déclarations nous laissent croire que sans le latin et sans le grec, on ne peut pas accéder à la maîtrise de la rigueur, de la grammaire, que sais-je, des calculs mathématiques, et qu'on ruinerait la civilisation. Le latin et le grec, comme la civilisation antique, font partie de notre histoire, mais ça ne fonde pas l'intégralité de notre présent. Pour le bloc 5e, 4e, 3e, la réforme des programmes désigne un certain nombre de chapitres comme obligatoires et d'autres qui sont très importants pour notre histoire comme facultatifs. Et par exemple, ce que le mouvement des Lumières a été devient facultatif.
Alors, la thématique des Lumières n'est pas facultative. Ce qui est au choix, c'est plutôt la façon dont on peut la traiter. Mais dans le thème de 4e, où sont inscrits soit les Lumières en Europe, soit les Lumières exportées à la Révolution américaine, il faudra traiter des Lumières. Nous admettons que le CSP n'a pas été assez clair dans sa présentation. On a pu croire que c'était une question facultative, alors que c'était un petit peu autre chose. La société du Moyen-Âge, français et européen, dans lequel, évidemment, le christianisme avait une place absolument centrale, elle n'est pas obligatoire, et même elle est à peine nommée. Mais non seulement la chrétienté est étudiée, mais je dirais qu'elle l'est plus que dans les programmes de 2008. Mais allons un peu plus loin. Nous étudions aussi le rapport de la Révolution à la chrétienté. Nous étudions aussi la naissance de la République. Donc nous étudions aussi la façon dont la République a combattu l'Église. Pourquoi est-ce que cette idée de classe à 2 langues, choisie par les enfants, choisie par les familles, pourquoi est-ce que cette idée est aujourd'hui mise à mal? Nous sommes partis d'un constat simple, que tout le monde peut faire. Le niveau en langues étrangères des élèves français est trop faible. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui handicape nos jeunes dans leur vie professionnelle. Donc il faut absolument compenser cela. C'est cela le véritable objectif, au-delà du débat sur les classes bilingues, à savoir s'il faut attirer de bons élèves dans les quartiers difficiles ou pas. Le résultat de tout ça, il est extrêmement clair. C'est que les familles qui ne pourront pas trouver dans l'enseignement public ces formations et cette proposition d'excellence, eh bien, elles iront le chercher dans l'enseignement privé ou les leçons particulières. Il a raison. Ça, c'est vrai. Ah, alors vous étiez en train de dire, oui. soyons simples, Bah, ne sur ce cachons point, pas à il nos a raison. téléspectateurs, il a raison. C'est vrai que les classes bilingues ont été utilisées par l'enseignement public pour maintenir une certaine mixité sociale et attirer les bons éléments. Et que, notamment dans les lycées parisiens, c'est absolument manifeste. Moi, j'ai vu des principaux de collège ou des proviseurs dire « Venez chez nous, vous verrez, on est très fort en allemand et en latin ». Évidemment, parce que leur peur, c'est que les bons élèves s'enfuient, partent vers le privé, naturel. Et donc, l'éducation nationale, de façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, de façon un peu schizophrène, à la fois développer ces enseignements tout en les cachant un peu sous le tapis parce qu'on est supposé faire le même enseignement pour tout le monde. Elle ne sera bientôt plus nationale d'ailleurs puisque il y a une file d'attente pour aller dans les établissements privés. C'est affolant, les établissements privés croulent sous les demandes parce que d'abord, l'école est abîmée des premières classes jusqu'à terminale depuis l'école publique depuis 40 ans. On va de Caribe dans Silla. Et puis deuxièmement, parce que les parents d'élèves sont perdus dans les réformes qu'on leur propose et ils ne savent plus. Donc il y a une espèce de sécurité à aller dans les établissements privés. Valérie, et ça va aller de mal en pis. Valérie Marty, je suis stupéfait de voir qu'on puisse avoir des analyses aussi diamétralement différentes entre le président du Conseil national des programmes et François Bayrou. On a envie de dire, mais c'est pas possible qu'on puisse rendre compte d'une situation de façon aussi contrastée. Qui a raison? Parce que et qu'est-ce que vous comprenez de ce qui vient de nous être dit, notamment sur les langues vivantes, sur le latin et le grec, etc. C'est un peu difficile pour les parents, effectivement, quand on voit autant de discussions sur les programmes, et ça fait très très peur aux parents. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qui va susciter interrogation et faire que certaines familles vont aller vers le privé en disant, voilà, ça semble plus calme, en tout cas plus transparent, on a plus de réponses à nos questions et il semble mieux cadrer un petit peu les choses. C'est dramatique. Alors, c'est d'autant plus dramatique que nous, représentants de fédération de parents d'élèves, je n'ai pas du tout été contactés par M. Lussot, malgré le fait que M. Boissineau, ancien président du Conseil supérieur, m'avait dit nous allons travailler avec notre modestie, bien évidemment. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut enseigner, mais enfin, en tout cas, déjà sur la présentation et sur ce que les parents attendent, le fait que les programmes on les rende lisibles et pas complètement incompréhensibles fait qu'effectivement, ça incite aussi, ça montre bien que là, on n'est pas dans quelque chose de transparent et ça ne suscite pas la confiance. Frédéric Rollet. Encore une fois, on a le sentiment qu'on est dans l'affichage. Si on prend la question des langues vivantes que développe Michel Lussot, en disant les élèves français, c'est bien connu, ont du mal à s'exprimer dans une langue autre que leur langue maternelle, on va y remédier en instaurant dès la 5e une deuxième langue vivante pour tout le monde. Sur le papier, on se dit que c'est peut-être pas idiot. Voilà. Vous regardez l'horaire, 2h30, et encore, il a fallu batailler pour obtenir une demi-heure de plus. C'était au départ 2 heures. Les gens qui travaillent sur les langues vous disent qu'à moins
besoin de 3 séquences et d'un temps d'exposition suffisant, on ne peut pas développer une pratique orale et on ne peut pas intégrer un certain nombre de notions de façon véritablement sûre. Donc on va se retrouver avec des élèves qui risquent de ne pas mieux parler les langues vivantes, d'avoir une espèce de vernis un peu superficiel dans 2 langues au lieu d'une. Vous voulez dire que c'est avec de l'affichage? Mais je pense qu'il y a beaucoup, C'est grave comme critique. mais il y a beaucoup d'affichage. Ils sont pas idiots quand même. Je veux dire, le président du Conseil national des programmes, il veut pas du mal aux enfants français. Non, mais je pense, ne confondons pas d'abord ce qu'est la ministre et son cabinet et le Conseil supérieur des programmes, qui est un organisme indépendant, dans lequel siègent, y compris des parlementaires, des intellectuels, des experts, etc. Ils sont bien nommés, non? À un moment, ils sont nommés, bien sûr. Ils sont nommés par la ministre. Mais en principe, ils ne sont pas aux ordres. Donc sur les programmes d'ailleurs, puisqu'on a parlé des programmes d'histoire, ils sont en consultation en ce moment. J'espère que les enseignants seront entendus. Oui, ça n'a rien à voir avec la réforme des collèges. Ça n'a rien à voir avec la réforme du collège. Sur les bilangues et sur le latin, si on regarde la réalité, d'abord on n'est plus dans des classes. Dans la majorité des collèges, on a des sections et ça a un vrai sens. Les élèves qui font des classes bilangues, enfin des sections bilangues pour le coup, sont souvent répartis sur plusieurs classes. Par exemple, vous avez 3 6e. Absolument. Il y a une dizaine d'élèves dans chacune. Et ce qui permet. Ils se baladent un petit peu en fonction des groupes. Ce que vous disiez, d'une part, de garder une certaine attractivité à des collèges qui autrement seraient désertés par les familles les plus favorisées, de tirer aussi vers le haut d'autres élèves, parce qu'en général, ce sont aussi des élèves qui scolairement sont plutôt bons. Et on sait que l'hétérogénéité, quand elle est accompagnée, est quelque chose qui motive tout le monde, qui tire vers le haut. Là, je ne sais pas à quoi on va aboutir, mais on risque de reconstituer de façon, par le biais des EPI, par le biais de cette liberté très grande laissée à l'établissement, où le chef d'établissement peut décider de tout, ce qui sera le travail en groupe, ce qui sera l'accompagnement, ce qui sera les EPI, de reconstituer des parcours d'initiés qui porteront d'autres noms. Mais en tout cas, on n'aura certainement pas atteint l'objectif qui serait d'aller vers plus d'égalité et de réussite pour tous. Vous avez l'air d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Les parcours d'initiés se recréeront toujours parce que le système pousse à ça. Le latin... J'ai envie de vous dire parce que excusez-moi, c'est la vie. Il y a quelque chose... Désolé de cette généralité, mais enfin, bien sûr, oui, en effet, il y a un moment... Bien entendu. Mais il y a quelque chose d'ailleurs un tout petit peu baroque dans cette conversation parce que autant dans ma génération, le latin était vraiment le parcours des bons élèves. Oui. Non pas pour apprendre le latin, j'en ai fait 7 ans, je suis incapable de lire titre livre dans le texte. C'était de la musculation intellectuelle. Oui. De la même façon que pour être fort en gym, il faut faire beaucoup de gym. De la même façon, exactement ce que disait Bayrou dans le reportage. Pour être bon à l'école, il faut faire travailler beaucoup les méninges. Et le latin est une bonne apprentissage pour faire travailler les méninges. Par ailleurs, on ne connaît pas le niveau en anglais. Hein. Mais là où le débat est totalement anachronique, c'est qu'on voit monter sur les estrades tous les grands intellectuels latinistes, qui étaient évidemment des bons élèves et qui se sont régalés en transpirant sur Cicéron. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la sélection, elle se fait par les maths. Tout le reste, c'est de la littérature. Bon. Oui, les maths ont remplacé le latin. C'est l'usage social des disciplines. Dans le monde aujourd'hui, les profs de maths, ils disent j'ai peur. Eux aussi disent j'ai peur pour ma discipline. Au point qu'aujourd'hui, pour faire des écoles supérieures d'excellence, pour faire des écoles supérieures d'excellence, il est pratiquement indispensable d'avoir un bac S avec mention bien, parce que quand 65% des gosses ont le bac, évidemment, la sélection se recrée toujours quelque part. Je crois qu'il y a une chose aussi qui est à l'origine de tout cela, c'est la France qui se compare à des pays étrangers, avec des classements internationaux qui montrent qu'on a des niveaux qui sont peut-être pas aussi bons que d'autres. Alors moi, je ne sais pas s'il faut accorder autant d'importance que cela à ces classements internationaux, qui me semblent pas mal biaisés. D'abord, on nous rabat les oreilles avec les méthodes scandinaves. Excusez-moi, si tous les autres pays européens acceptent de... Non, ils ne sont pas si bons que nous. Ils sont pas tous... Non, parce qu'on se compare internationalement avec la Corée du Sud. Le jour où on imposera à nos enfants le même régime que les petits Coréens du Sud, où le taux de suicide était exponentiel en ce moment. Oui, mais Yves, je n'ai pas fini parce que... Non, c'est une parenthèse. La dernière étude qui vient de sortir, ça n'est pas du transversal, du comparatif international, c'est du longitudinal. Non, vous parlez... Excusez-moi, c'est quand même extraordinaire votre argumentation, parce que tout à l'heure, vous nous disiez, faut quand même bien qu'il y ait un moment où on sanctionne les élèves. Voilà, le but, c'est de monter sur une échelle, chacun à son rythme, mais l'égalité est un projet, le collège pour tous aussi. Je ne pense pas que la France soit le plus mauvais, si vous voulez, dans tous les secteurs d'activité,
parce qu'elle a un système scolaire qui a donné ne cesse de satisfaction. baisser dans les évaluations internationales. Alors oui, mais sauf qu'on va s'imprégner et on va s'inspirer de systèmes qui sont abandonnés. Je vous donne l'histoire de l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est un système qui nous vient de Scandinavie. Les Scandinaves sont en train de l'abandonner parce que justement, il ne donne pas satisfaction. Donc on arrive après la bataille et peut-être qu'il faudrait reconsidérer nos propres modes d'enseignement, c'est ça qu'il faudrait faire, et arrêter de faire un peu trop dans le pédagogisme et faire davantage dans le qualitatif de l'enseignement. Dans le combat de la médiocrité, Najat Vallaud-Belkacem est en train de dépasser Christiane Taubira. Ces propos de Nicolas Sarkozy ont immédiatement été condamnés à gauche, où l'on parle d'attaques personnelles, sexistes et racistes. À droite, on proteste face à ces arguments d'autorité qui tétanisent toute critique, dit-on. L'ancien magistrat Philippe Bilger estime, lui, que l'on ne peut pas utiliser l'argument du racisme à tout propos dans des débats de cette dimension. Reportage de Stéphanie Gillon, Barbara Steck et David Lemarchand. Je dois dire que jusqu'à présent, nous connaissions Madame Taubira. Je pensais qu'on était au maximum. L'eau d'erreur. Dans le combat effréné vers la médiocrité, voilà qu'elle est en passe d'être dépassée par la ministre de l'Éducation nationale. En plein débat sur la réforme du collège, il n'en fallait pas plus pour faire bondir la gauche, Premier ministre en tête, qui dès le lendemain à l'Assemblée volait au secours de sa protégée. Les attaques personnelles, moi je les ai entendues à la une des quotidiens les plus réactionnaires. Je les ai entendues hier soir dans la bouche du président de votre formation contre la ministre de l'Éducation nationale, avec des mots insupportables. Alors monsieur le maire, si vous voulez un vrai débat, projet contre projet, un vrai débat, valeur contre valeur, nous y sommes prêts. Mais sur les vraies questions, votre bilan et notre projet. Des attaques personnelles, pire, sexistes et racistes, s'indignent en chœur les responsables socialistes. Madame Taubira a été attaquée pour les raisons que l'on sait, pour la couleur de sa peau. Et Madame Belkacem est attaquée, pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Madame Belkacem. Je trouve que dans le moment présent... Vous pensez que l'attaque de Nicolas Sarkozy est raciste? Je pense qu'elle est légèrement xénophobe. Les attaques ad hominem sur 2 ministres, femmes, issues de la diversité, portées par leur camp, c'est-à-dire en même temps symbolisant la politique que nous menons aujourd'hui sur la question de la justice et sur la question de l'égalité. Je trouve avant tout ça minable, tout simplement parce que je me refuse d'aller plus loin. Parce que je n'ose pas imaginer que venant d'un ancien président de la République, il puisse y avoir d'autres intentions. Alors, stratégie de diversion ou dénonciation d'une réelle dérive droitière de l'UMP? Après avoir été très décriée par l'opposition lors du vote de la loi sur le mariage pour tous, en mars dernier, la ministre de la Justice était une nouvelle fois prise pour cible, cette fois pour sa politique pénale. Il faut vraiment jamais rencontrer les Français pour s'apercevoir que la politique pénale menée par Madame Taubira, c'est tout ce qui fait monter aujourd'hui le Front National. Madame Taubira est un tract pour le Front National mis en avant par le candidat François Hollande. Dans une récente interview pour Paris Match, Christiane Taubira dénonce les attaques de plus en plus violentes depuis son accession au gouvernement, combative quand elle prévient qu'ils n'auront pas son suicide, menaçante quand elle met en garde ses détracteurs de ne pas défier les gens de couleur plus nombreux que les autres. Pour d'autres, les attaques font tout simplement partie du jeu politique. M. Sarkozy était terriblement attaqué à titre personnel par toutes ces personnes et par toute la gauche, et pendant bien longtemps, et à toute son époque de président de la République. Donc ça, c'est des cris d'hypocrite, hein, c'est pas autre chose, ou de gens trop fragiles, je ne sais pas. Mais il faut assumer. Quand on a de mauvais projets, on se fait attaquer par l'opposition. L'opposition, elle est là pour ça d'ailleurs, elle n'est pas là pour envoyer des tombereaux de fleurs quand on est en train de dégrader le service de la justice et puis de détruire le service de l'enseignement au travers d'une réforme anormale du collège. Le magistrat honoraire Philippe Bilger dénonce l'utilisation par le gouvernement de l'argument ultime du racisme
pour anéantir les critiques. À peine les a-t-on formulées sur le plan politique qu'immédiatement elles sont traitées, notamment par le Premier ministre qui s'est un peu spécialisé là-dedans, de nauséabondes. Au fond, cela devient presque impossible de participer à un débat démocratique et même de discuter la politique d'un ministre. Face aux critiques contre elle et sa collègue de l'Éducation nationale, Christiane Taubira a répondu par le mépris en tweetant « Il court après les mêmes chimères avec la même hargne, avec la même superbe. Nous les regardons de haut. » Entre les aspects idéologiques et le fait qu'on s'attaque sur racisme supposé, avéré, etc., je trouve quand même que ça prend une drôle de tournure. Est-ce que vous le constatez? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous paraît raisonnable de dire ou pas? Hurler au racisme, je trouve que la gauche, c'était l'élément de langage qui s'est répandu la semaine dernière, je trouve qu'ils sont allés un petit peu vite sur ce terrain. Moi, je pense qu'il y a plus, s'agissant de Najat Vallaud-Belkacem, l'expression va peut-être choquer, j'ai l'impression qu'il y a un délit de belle gueule. On parle souvent du délit de sale gueule, mais là, je pense qu'il y a un délit de belle gueule. Les deux peuvent exister. Le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit jeune, qu'elle n'avait pas exercé avant la rue de Grenelle des responsabilités politiques de très très haut niveau, a instruit dès le départ un projet en légèreté. Elle n'est pas au niveau. Comme si pour être ministre de l'Éducation nationale, il fallait forcément être homme, vieux, gros et de préférence chauve. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas qu'elle ait manqué qu'elle ait affiché un niveau de compétence insuffisant pour la fonction qu'elle exerce. Moi, j'étais au contraire d'avoir un peu de bouteille. J'étais au contraire impressionné par l'aisance avec laquelle elle s'est coulée dans la fonction. Donc, oui, moi, je crois que, sincèrement, je crois que tout ça est absolument sans fondement. Ça fait 20 ans que les ministres de l'Éducation nationale passent les uns derrière les autres. Il y a eu des gros, il y a eu des intellectuels, il y a eu des gens de très haut niveau qui sont pas restés longtemps, vous savez. Je ne vais pas citer de nom puisque je ne vais pas les qualifier, mais il n'y a pas un seul ministre de l'Éducation nationale. Je vous cite de Claude Allègre et Luc Ferry. Claude Allègre était plutôt rond, on va dire. Oui, voilà. Et plutôt intellectuel. Issu du Sérail, en plus, un grand scientifique, et bon, il a été renvoyé à ses chères études. Luc Ferry, un professeur de philosophie de bon niveau, qui n'avait pas d'expérience politique ni ministérielle. Enfin, si ministériel, il en avait une, il a été liquidé. Et ils ont tous été liquidés. Monsieur Darcos, normalien, agrégé de lettres classiques, aujourd'hui à l'Académie française, il a été sacrifié. Bon, on va tous... donc aujourd'hui, je veux dire... Vous voulez dire qu'on ne s'acharne pas sur Najat Vallaud-Belkacem? Mais non, c'est la réforme qui est attaquée, avec des arguments qui sont pour certains valables, d'autres qui sont biaisés et qui montrent pour le moins que certains n'ont peut-être pas lu les projets de réforme ou la réforme, mais si vous voulez, je crois que le débat politique, de toute manière, il n'est jamais tendre. Quand M. Gaston Monnerville, pour parler de Mme Taubira, qui était aussi, lui, guyanais, et s'en prenait au général de Gaulle en l'accusant de forfaiture, en retour, je peux vous dire qu'il a été sérieusement attaqué, on n'a jamais parlé de racisme à ce moment-là. Quand M. Clémenceau, à la Chambre, sous la Troisième République, s'en prenait à certains, et notamment à Blaise Diagne, le premier député noir de l'Assemblée nationale, qui était sénégalais, eh bien, on ne parlait pas de racisme à ce moment-là. Donc, je pense que c'est un argument, le racisme ou la xénophobie, qui n'est pas la même chose d'ailleurs, eh bien, c'est qu'on n'a plus d'arguments. C'est qu'on n'a plus d'arguments. C'est qu'on veut déporter le débat sur un autre sujet. Non, mais l'imputation de racisme, je ne l'ai pas retenu. Mais lorsque Sarkozy parle de record de médiocrité, c'est une attaque personnelle. On ne parle pas c'est pas insultant. Non, c'est flatteur. Bon, c'est comme ça. Quand on dit votre réforme est mauvaise, c'est sûr que c'est pas flatteur. Il ne parlait pas de la réforme. En l'occurrence, il ne parlait pas de la réforme, il parlait de la ministre. Et c'est bien. C'était bien son intention. On peut aussi être un mauvais ministre. On peut aussi être un mauvais ministre. On va passer maintenant aux questions SMS. Juste avant que les questions n'apparaissent, mais ça vous choque que ce débat ait pris cette tournure? C'est-à-dire qu'on en soit arrivé maintenant à des... Ah oui, nous, on ne souhaite pas du tout personnaliser le débat. Alors, je pense qu'il y a un fond de misogynie aussi, ça c'est clair, que ce soit pour Mme Taubira ou Mme Belkacem. Mais au-delà de ça, personne n'a demandé à un ministre d'arriver en connaissant parfaitement les dossiers. Le tout est qu'il accepte de s'y intéresser, accepte d'entendre les professionnels. Et aujourd'hui, les gens qui ont manifesté dans la rue, c'est pour ça, en disant on ne nous a pas écoutés. Jadis,
avec un simple certificat d'études, nous dit une téléspectatrice ou un téléspectateur. Nos grands-mères écrivaient sans faute. C'est à ça qu'on mesure l'étendue du désastre. Alors, je vous avoue que c'est une réflexion que je me suis déjà faite. Ça vous semble excessif ou ça rencontre des difficultés aujourd'hui du collège dans notre pays? Que me dit la présidente de la PEP? Non, c'est vrai. C'est le constat que font les parents. Les élèves n'arrivent pas à écrire correctement, ils font des fautes de français, ils ont du mal à s'exprimer à l'oral. Et du coup, eh bien, c'est quand ils font des études supérieures qu'on donne maintenant des cours de français et d'orthographe à l'université, etc. Et en entreprise, c'est pareil. Maintenant, on a des formations pour ne plus faire de fautes d'orthographe. Cela dit, il faut toujours ajouter que nos gamins à 15 ans savent un nombre de choses incroyables qui pour nos grands-parents, qui auraient fait d'eux des académiciens. Hein. Tout à fait. C'est vrai que connaissent mieux le cinéma. La connaissance est un petit peu déplacée. Néanmoins, ça, c'est une nécessité. Depuis plus de 20 ans, les réformes se suivent et le niveau des élèves ne cesse de baisser. Que fait-on mal? Est-ce qu'on peut essayer de répondre simplement à cette question? Frédéric Rollet, je sais que c'est pas facile. Hein, mais non, c'est pas facile. Mais vous savez, les gens qui comparent avec... il y a 40 ans, on a rappelé ce qu'était le collège dit unique à partir de 77 et la réforme Abi. On ne s'est pas donné les moyens, effectivement, de se dire on va mettre ensemble, dans le même lieu, des enfants qui ont des parcours très différents, qui ont des familles de niveau social et culturel très différents. C'est par exemple que le diplôme de la mère joue beaucoup dans le parcours d'un enfant. Et il ne suffisait pas de les mettre dans les mêmes lieux. Il fallait aussi penser comment on avait des pédagogies plus propres au travail des élèves. Ce que dit Mme Marty, c'est vrai que les élèves s'expriment trop peu à l'oral. On sait qu'ils ont beaucoup de mal à faire plus d'une phrase complète. Il faut développer ce type de compétences, mais ça demande du temps. C'est aux États-Unis ou en Angleterre que tous les matins, enfin, j'ai jamais su c'était un lieu commun en réalité, il y a un gamin de la classe qui est censé vouloir convaincre ses camarades en faisant un petit laïus sur un thème précis sur lequel il a bûché à l'oral. C'est en Angleterre. Mais je voudrais ajouter quelque chose parce que je voudrais pas ça m'a toujours épaté, moi, ça. Puisque je suis en face d'un enseignant, d'un professeur agrégé, je voudrais pas qu'on mette tout sur le dos des professeurs aussi. Il faut voir aussi que la société a changé, que la cellule familiale a éclaté, que les enfants, pas partout, mais la famille a quand même évolué, et que les enfants, naguère, quand ils rentraient chez eux, souvent, vous l'avez dit, on était dans une autre société où maman, la mère était là. Les grands frères ou grandes sœurs avaient moins d'occupation, ils pouvaient aider, ils pouvaient contrôler, ils pouvaient encadrer. Aujourd'hui, très souvent, vous avez beaucoup d'enfants, ils rentrent chez eux après le lycée et ils sont livrés à eux-mêmes. Toujours replacer cette question du niveau dans le cadre démographique. Oui, sûr. J'ai passé, pardon de parler de mon cas personnel, j'ai passé le bac en 1966. De mémoire, cette année-là, 7% d'une classe d'âge, j'ai eu le bac. 7%. Aujourd'hui, c'est 70% à la louche. C'est-à-dire qu'il y a 10 fois plus d'enfants qui ont le bac. Donc, c'est plus le même bac, c'est plus la même France. Les comparaisons terme à terme n'ont pas de sens. D'accord. Et tout a évolué. Vous prenez même dans les industries. Maintenant, on a des machines à commande numérique. Donc, les gens qui disent qu'il suffisait de l'apprentissage ou il suffisait de regarder la main du maître de stage pour réussir, ça n'est plus vrai. Tout le monde a besoin d'avoir derrière des outils maintenant un peu plus complexes. Avec cette loi, le gouvernement ne confond-il pas égalité et uniformité? Que me dit Claude Veil? Non, le garde-fou, enfin l'arme anti-uniformité, c'est là-dessus justement que le ministre entre en conflit, notamment avec le SNES, avec ma voisine. L'arme anti-uniformité, c'est justement l'autonomie des établissements et la capacité pour chaque principal, avec son équipe pédagogique, de développer des enseignements particuliers en fonction du public qui l'accueille, des conditions locales, etc. Ça se heurte à une vraie difficulté parce que c'est vrai que ça va à l'encontre des cultures, on l'a vu dans les reportages manifestations de beaucoup d'enseignants. On va dire une chose, là vous allez peut-être bondir et me contredire, les profs n'aiment pas beaucoup être sous l'autorité d'un chef d'établissement. Le chef d'établissement, ce n'est pas un chef d'entreprise comme on en voit dans d'autres secteurs. L'idée d'avoir un patron juste au-dessus de soi est une idée qui défrise beaucoup d'enseignants. Pourtant, comme dans toutes les activités humaines, quand il y a un bon patron, généralement, ça fait du bien à tout le monde. Les profs, moi, que je connais très bien, ils aiment être souverains dans leur classe, et ils ont raison, et avoir un ministère tout-puissant, mais lointain. Avoir un petit chef juste au-dessus de son épaule, c'est une chose
qui culturellement est très très mal vécu par beaucoup d'enseignants. Vous avez envie de répondre en quelques mots, Frédéric Rollet? Oui, mais c'est parce qu'en général, effectivement, on veut des cadres nationaux, des programmes nationaux et des horaires, une certaine liberté pédagogique. Mais c'est parce que si on regarde ce qui s'était passé dans l'éducation prioritaire, on avait des chefs d'établissement qui adaptaient aussi, mais pas au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'ils accueillaient des enfants qui ne pouvaient pas, de toute façon, accéder à des savoirs complexes. Et on avait développé ce qu'on avait appelé certaines pédagogies un peu périphériques, mais qui, de fait, ne les faisait pas atteindre les mêmes objectifs que les autres. Donc la notion d'égalité, c'est une notion centrale pour les profs. Après, effectivement, il faut la travailler, il faut voir comment on s'en donne les moyens. C'est l'égalité de moyens engagés. Oui, c'est l'égalité de moyens engagés, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des formes de prise en compte spécifiques. Oui. Mon fils s'est ennuyé au collège avec des élèves qui ne savaient ni lire ni compter correctement. Est-ce normal? J'ai envie de vous dire, est-ce si fréquent que ça? Ça arrive. Ça arrive. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement, il y a des élèves qui s'ennuient beaucoup au collège, qui s'ennuient même beaucoup au lycée. Hein. C'est pas, ça ne s'arrête pas au collège. Ennuyé à l'école. Vous étiez passionné par tout ce que vous faisiez à l'école, Yves? C'est-à-dire que, si vous voulez, à l'école, si on commence à s'ennuyer, on a des camarades et on a des profs qu'on peut trouver drôles. Il faut avoir un esprit un peu aiguisé pour ça. Oui, j'y m'est arrivé de m'ennuyer à l'école, ça c'est évident. Bon, je viens de me faire piéger. Valls défend-il la réforme ou la ministre de son gouvernement? Je pense qu'il défend les deux. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que derrière ça, il y a effectivement un contexte politique. Le président de la République veut absolument montrer qu'il continue à réformer le pays. Oui. On voit bien que la réforme Macron, elle est quand même très poussive. On voit bien que le pacte de responsabilité n'est pas très lisible. Enfin, tout ce qui a été La ministre engagé, va faire 3 petits amendements et puis la réforme va passer. Hein. Alors, évidemment, il va y avoir sans doute... elle va négocier sur certains sujets, il va y avoir des négociations qui vont... Mais il veut montrer absolument qu'il continue à réformer. Et je dirais qu'il veut montrer que le président de la République et le Premier ministre, que, eh bien, aussi l'équipe est solidaire, puisqu'elle a été quand même pas mal attaquée. Je vous rappelle quand même que la majorité a connu pas mal de problèmes. Oui. Ils ont perdu les Verts, ils se sont divisés entre eux avec les Frondeurs. Donc là, pour une fois d'ailleurs, il faut le dire, en termes d'élus, de députés, ils sont tous derrière le gouvernement. Oui. On voit bien qu'il faut sauver le soldat Najat Belkacem, mais en même temps, le président, comme le Premier ministre, d'ailleurs, ne descendent pas dans le contenu de la réforme. Non. Ils se situent toujours au Sans niveau doute parce qu'ils n'ont pas compris. Le principe d'égalité, sur lequel en plus tous les Français sont théoriquement d'accord. C'est très ambivalent. Donc ça veut dire que sur les mesures techniques, il y a du mou, il y a des choses qui vont bouger. Cette espèce de bloc derrière la ministre, y compris en faisant appel aux ex-ministres de l'Éducation, puisque Vincent Pillon est intervenu, Benoît Hamon est intervenu, ça peut aussi être signe d'une certaine fragilité. Et encore une fois, nous demandons à la ministre qu'elle suspende les textes et qu'elle écoute ce qui s'est dit dans la rue aujourd'hui. Comment espérer un débat apaisé lorsque l'on voit le comportement excessif du Premier ministre à l'Assemblée nationale? D'abord, est-ce que vous le trouvez excessif? Non, on a l'habitude, c'est quelqu'un qui monte très vite dans les tours, si je puis dire. On a eu c'est son... Voilà, c'est un Catalan. Bon, c'est pas stigmatisant, comme on dit. Posture martiale, quand même. Non, parce que maintenant, je me méfie. Voilà, on a le droit de dire grand-chose. Mais sur d'autres sujets précédemment, on l'a vu aussi particulièrement énervé. Je dirais que ça fait partie du jeu politique. C'est pas et c'est bien d'avoir plutôt quelqu'un de passionné. Nous avons un Premier ministre sous au lait. Voilà. Sous au lait. Oui. Mais de temps en temps, quand même, il ferait bien de baisser les décibels parce que c'est des effets de tribune, ça. Quand vous êtes à l'Assemblée, vous hurlez pour couvrir le brouhaha, mais les gens qui voient ça à la télévision, ils n'ont pas l'arrière-fond. En ce moment, il a un peu l'air d'engueuler tout le monde à tout propos et tout le temps. Il donne l'impression d'un zébulon qui trépigne et, à mon avis, c'est pas très bon pour son autorité de Premier ministre. Hollande va-t-il être obligé de reculer sur cette réforme? Non, je pense qu'il y aura des aménagements. Je pense que pour que ça passe, leur souci, c'est évidemment les enseignants, parce que ils sont sûrs d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Le Sénat, le Sénat, ça compte moins, donc c'est vrai. Mais le souci, c'est les enseignants. Si la réforme était adoptée aujourd'hui, serait-elle remise en cause par un gouvernement de droite en 2017? Alors la droite, absolument affirmé par la droite, Luc Châtel, mais il faudrait que la droite soit un peu plus imaginative, parce que dès qu'il y a une, on l'a remplacé par on va abroger. Non, ce qu'il faut, c'est surtout que on aille vers un meilleur collège et qu'on fasse des réformes. Le seul plan qu'on ait sur la table pour le moment, c'est celui de Le Maire, qui est au moins argumenté et construit. Il n'y a qu'un problème, c'est que c'est la fin du collège.
collège unique. Oui, là, c'est un collège Et ça, ségrégatif. c'est clairement la fin du collège unique. Et ça, si vous voulez mettre quelques centaines de milliers de profs et d'enfants dans la rue... tous les syndicats... Bruno Le Maire est prévenu et je crois que vous étiez d'accord sur l'analyse. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand cessera-t-on en France de vouloir que tous les enfants suivent les mêmes filières? C'est à désespérer. Eh bien, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Les enfants, non, les enfants ne suivent pas tous les mêmes filières. Donc, nous, on demande, par exemple, de prolonger la scolarité obligatoire à 18 ans pour desserrer les questions d'orientation. Mais on pense que tous les enfants ont besoin d'acquérir cette culture commune. Autrement, ils ne pourront jamais se débrouiller dans le monde actuel. Merci aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission. Merci vous de nous avoir suivis. Ce C'est dans l'air sera rediffusé ce soir à 22h35. 22h35 pour la rediffusion. On se retrouve demain pour une émission en direct aux alentours de 17h50. Et auparavant, Axel de Tarlet recevra son invité comme chaque jour. Passez une bonne soirée. À demain. Merci.